en direct de la scène musicale pendant 2 jours. Pendant 2 jours, Paris Radio Show, en direct sur connectonair.com. Avec Broadcast Associés. L'interview sur Connect en Air. Ça y est, l'interview, elle arrive, il est là, il est beau, il est en pleine forme, je vous l'ai dit. Avec son physique de radio. Avec son physique, on a tous un physique de radio, heureusement. C'est Olivier qu'on retrouve avec son invité, je veux tout savoir. Voilà, et donc c'est Vincent Defrotin qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, de la société Soundfor, Product Manager, c'est comme ça? Oui, bon. Ça. C'est le patron de la boîte, quoi. Et donc Vincent Defrotin, spécialisé dans les traitements de son. Alors Sylvain, tu vas m'aider un petit peu parce que je pense que tu maîtrises beaucoup mieux que moi les traitements de son. En tout cas, moi j'ai connu Soundfor aux alentours de 2006, dans ces années-là, 2006-2007. Toutes premières années, oui. Voilà, c'était pour une radio associative et il était question de cartes. C'était les premières cartes, cap band. Ça veut dire qu'on a commencé le traitement par fournir des solutions sur carte PCI et PCI Express ensuite. L'idée était de faire une forme facteur un peu différente et de proposer surtout des solutions économiques par rapport à des solutions traditionnelles en rack. Et donc ça a été un beau succès, ça a avancé. Et beaucoup de nous disaient oui mais bon on voudrait des racks. Et donc effectivement quelques années plus tard on est venu à proposer des produits en rack et qui sont maintenant massivement déployés. Et bon, effectivement, Soundfor a commencé avec le FM2, FM4 et aujourd'hui, les produits qui sont sur le marché, dans le processing, je parle FM, on a l'Impact qui est un peu devenu la référence dans beaucoup de pays. Il y a quand même des pays comme la Suisse où on a presque 99% du marché. Il y a des pays... Mais ce qui est amusant, c'est qu'on vous a demandé des racks. Mais maintenant, c'est le contraire. Mais maintenant, voilà, vous êtes les rois de la virtualisation. Alors, ouais, je sais pas, mais disons qu'effectivement, oui. C'est vraiment la réalité. La virtualisation arrive, ça fait quelques années. Le problème, c'est qu'enfin, il y a 2 approches. Soit je fais tourner ça sur des machines virtuelles, donc je fais du software, je fais tourner. Bon, c'est une première approche. C'est peut-être pas vraiment l'approche la plus réaliste, parce qu'en fait, on va demander 2 choses. La première, c'est qu'on ne doit pas consommer trop de ressources. Il y a une notion écologique aussi qui rentre en ligne de compte. Et lorsque nos concurrents font tourner quelques instances, 4 maximum, dans des très grosses machines, on fait tourner plusieurs centaines, et pour un résultat sonore qui est vraiment pas à lire. Donc c'est-à-dire qu'on vient du hardware et c'est aussi notre force. Et quand on veut coder des applicatifs comme ça et efficaces, on doit travailler très bas dans les machines et utiliser les ressources de la machine. Et pas uniquement faire un logiciel qu'on fait tourner sur une machine, ce qui est complètement stupide pour nous. Et quand vous commencez à développer un nouveau produit dans votre cahier des charges, qu'est-ce qui est prioritaire, en dehors de la qualité du son évidemment, mais par rapport aux attentes de vos clients? Alors, la première pour moi c'est la ressource consommée, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. On a des radios qui sont hostées chez des Amazon et autres. Là on paye du CPU. Et donc si ça consomme beaucoup de CPU, la facture sera lourde. Quand il s'agit d'une ou 2 radios, bon. Mais quand il s'agit de plusieurs centaines, la facture peut devenir très lourde. Donc la première chose qu'on cherche vraiment, c'est à limiter au maximum la ressource. Bien sûr, on baisse la consommation électrique, on baisse plein de choses qui pour nous ont beaucoup de sens aujourd'hui. Et aussi, on dit toujours quand quelque chose est léger, c'est toujours plus stable. C'est pas un château de cartes. Et ce que nous demandent aujourd'hui beaucoup de radios qui ont quelquefois pris les solutions concurrentes parce qu'on n'avait pas de solution de software, pour ne pas se cacher, nous disent aujourd'hui non mais on n'en peut plus, Vincent, il nous faut des serveurs monstrueux et il nous en faut des murs complets pour faire 15 radios. Nous sur un serveur on va en faire 100 ou 200, donc on n'est pas du tout dans le même donc c'est ce qui est recherché, c'est de la légèreté, et puis du coup on peut créer facilement un secours parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des data centers à plus en finir. Mais là encore les deux choses sont complètement complémentaires. Moi je vois dans la radio où je travaille, on est entièrement équipé en Soundfor, on en a encore installé une virtuelle lundi. Ah oui, donc voilà, merci. Donc on a toute la partie FM pour tous les émetteurs qui sont effectivement en rack. Et on a toute la partie streaming qui, elle, passe par des Soundfor virtuels. Et puis là, je sais que je suis en train de développer la télé de la radio et il fallait traiter le son aussi de la télé, et un départ on l'utilisait avec une Soundfor virtuelle qui permet d'homogénéiser quelque part le traitement de son à tous les niveaux en fonction de l'endroit où on va, que ça soit pour du DAB, que ça soit pour de la FM, et qu'on ait une certaine cohésion. D'avoir l'équipement de la même marque permet quand même, avec d'un côté le virtuel, de l'autre le rack, d'avoir un son qui soit à peu près le même partout avec les mêmes réglages. Pour rebondir sur ce que tu dis,
Il y a le Big Voice qui est le produit de traitement de voix qui est assez vraiment une grosse star du voice processing qui arrive prochainement en virtuel aussi. Donc ça veut dire que il sera possible d'avoir la même voix partout. Ça, c'est, dans son petit PC, on pourra faire tourner nos petits dockers, enfin, les petites virtualisations. Et du coup, un journaliste ou par une prise, on a la même voix qu'au studio. J'adore l'idée. Ça, c'est... Et donc, quelqu'un... Il m'en faut un. Ah non, mais... Il m'en faut un. Il me faut ça. Et c'est vrai qu'on branche un micro en USB, nous on catch le device, il n'y a pas de latence, ça aussi c'est un point important. Alors j'en veux un. Enfin, tout au moins, pas plus de latence que ce qu'on a aujourd'hui sur du hardware. On arrive à... Ça aussi, on n'en parle pas, mais... Les technologies qui sont utilisées, vraiment, il y a 5 ans, faire du voice processing en software, en virtualisation, j'aurais dit non, c'est pas possible. La latence, on pourra jamais, c'est pas gérable. Mais l'expérience qu'on a pris, en développant vraiment sur les couches basses des processeurs, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait faire la même chose que sur du hardware. Ça, pour moi, c'était une découverte. Quand même, hein. Et on s'est rendu compte que les latences, en fin de compte, non, c'était super efficace. Mais c'est, encore une fois, c'est pas du soft, comme ce qu'on peut voir sur d'autres. Et donc, du coup, les latences, et c'est pour ça que la réalité du Big Voice en software, c'est vrai qu'en tant qu'animateur, c'est un truc qui est embêtant de ne pas avoir le son traité, nous, dans le retour. Parce qu'en tant qu'animateur, on a besoin de poser notre voix par rapport à ce que les gens vont entendre. Bien sûr. Et généralement, à chaque fois que j'arrive dans une radio, je peux avoir le retour traité. Et là, je le prends, il y a une demi-seconde de latence, on essaye un peu, et puis c'est juste pas possible. Alors que c'est vrai que c'est effectivement... Enfin, il y aura quand même un peu de latence, mais on est dans les... En tant qu'animateur, si on est dans la milliseconde ou on est dans les 4 millisecondes en général. De toute façon, on ne le perçoit pas. Oui, voilà, j'ai envie de dire, quand on est dans les 100 millisecondes, 80 millisecondes, on arrive encore à gérer. Est-ce que t'es bon? C'est ça. Non, parce que 100 millisecondes, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est vrai que quand on peut rester en dessous des 10 millisecondes, c'est bien. 4 millisecondes, ouais. Là, on est à peu près, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc ça, c'est tout à fait... Là, on est dans le temps réel. Quasiment. Mais là, c'est aussi... Il faut mettre des chiffres. Oui, non, c'est vrai. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'après, c'est totalement scalable. C'est-à-dire que pour un groupe qui a besoin de X micros, l'avantage, c'est qu'on peut en rajouter. C'est la prestation. Oui, ça aussi, c'est différent. C'est que par rapport à ce qu'on a toujours fait, on a toujours vendu des racks, des cartes. Et là, en fait, on ne vend pas, c'est une prestation de service. En fait, donc c'est tous les mois. Hein. Mais c'est des sommes qui sont relativement faibles. On prend aujourd'hui le plus gros produit, l'Impact, pour une instance. Donc l'Impact, c'est quand même la grosse Rolls-Royce. C'est 80 € par mois pour une instance sans engagement. Ah oui. Si on s'engage sur... c'est 6 bandes. C'est le plus gros là, c'est bon, 80 €. Si on s'engage sur 2 ans, ça va être 72 €, et sur 3 ans, ça va être 64 €. Donc on est dans des sommes qui sont... et c'est vraiment l'objectif là aussi. Hein. Ouais, ça permet de démocratiser la qualité du son. Parce que... Oui, et puis c'est intéressant pour des groupes qui veulent porter des gros projets, parce que quand on dit, je dois démarrer, ça fait quand même des sommes importantes, et nos concurrents ont donné des sommes qui sont tellement... Enfin, le coût d'investissement est lourd, et ça a du sens. Et nous, c'est du all-in-one. Le support, toute la partie évolution, et ainsi de suite. C'est, comme j'ai dit toujours, Soundforge fait sa réputation sur les évolutions des produits. C'est-à-dire qu'on est toujours précurseur, et quelqu'un qui achète quelque chose va pas devoir le changer demain, parce que c'est toujours les mêmes hardware qui évoluent, et ça, c'est important. On parlait d'écologie, là, c'est encore... Quand je vois... d'autres qui, non, dans 2 ans après, vous devez changer carrément la boîte et acheter autre chose. Parce que là, il peut y avoir juste un changement de firmware avec des évolutions. Mais c'est ce qu'on fait depuis. Les cartes, c'est d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure, mais quand on a commencé la première carte FM2, elle faisait que de la FM. Après, elle a fait du streaming. On a rajouté. Après, on a mis du code équipé. Et après, mais c'est toujours été la même carte. Donc, Ouais. Et ce qui est vachement, vraiment intéressant là, c'est cette histoire d'abonnement, parce qu'effectivement, un grand groupe qui veut avoir un son, parlait d'avoir un son cohérent sur l'ensemble du territoire pour chaque émetteur. Là, tu te retrouves avec une somme beaucoup moins importante à pouvoir renouveler un parc complet de traitement. Et en plus, je sais qu'alors il y a le processing de voix, le process de l'antenne, mais il y a aussi la possibilité de virtualiser l'intégralité de l'antenne. Oui. Alors après, c'est vrai c'est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, la radio, en fait, elle est pensée dans 2 axes. Et je trouve que on est dans une période, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait bien compris, mais on découvre ceux qui veulent tout centraliser, c'est-à-dire de faire
un programme national qui est tout fait de Paris, on veut envoyer du MPX sur IP, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait on va avoir le même programme. Alors donc tout le monde dit oh les économies c'est magnifique. Bon peut-être. Il faut quand même aussi un gros tuyau pour envoyer du MPX. Après, la radio malheureusement c'est un média qui n'est pas en croissance et je pense que si on veut défendre ce média, il faut apporter une richesse de programmes un peu différente. Et on voit apparaître certains groupes qui rentrent dans la diffusion locale. C'est-à-dire qu'en fait, sur site d'émission, le processeur devient un diffuseur, un player, dans lequel on upload toute la musique et on peut faire de l'adressage vraiment de programmation pour la zone. Je vais prendre un exemple totalement. Vous prenez Lille ou Marseille, on a quand même des types d'audience qui ne sont pas les mêmes. Et donc dans ces cas-là, une radio nationale pourrait faire une espèce de tuning de ce qui est ce que les gens de Marseille voudraient entendre et les gens de Lille voudraient entendre. Et donc du coup, on va enrichir la radio. Et ça, c'est vraiment, je pense, une démarche qui est tout à fait cohérente. Et si on veut se battre entre guillemets, contre les plateformes digitales, les Spotify et autres, c'est en enrichissant le programme et surtout en apportant la musique que les gens désirent entendre que ça peut venir. Ça, c'est les technologies qui le permettent et c'est vrai aussi que par la virtualisation, on peut faire beaucoup de choses de ce côté-là. Et c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a ces deux mouvements. Le mouvement, je centralise tout, je veux tout mettre à Paris et je veux tout contrôler et puis je vais baisser les coûts, mais il faudra qu'on me démontre. Ça, je pense que ça a été la radio en général où au tout début, effectivement, il y avait plein de petites radios locales qui se sont formées un petit peu en réseau. À un moment, tout est parti de Paris et on s'est rendu compte que si on ne replaçait pas l'église au centre du village, on finissait par perdre. Au début, les gens écoutaient la FM parce qu'ils en avaient marre d'écouter justement des radios nationales qui ne parlaient que du national. Tout le monde est passé sur la FM, mais quand la FM est devenue effectivement tout aussi nationale, les gens s'y retrouvaient plus. Et là, je pense qu'effectivement, on est en train de remettre l'église au centre du village et de se dire, non, on a envie de parler de local. La preuve, je vais rendre un hommage à notre maître Jean-Pierre Pernaut, qui lui avait décidé et imposé à TF1 de remettre systématiquement tous les millions. On lui a dit, ça ne marcherait pas. Et en l'occurrence, c'est ce que les gens veulent, en fin de compte. Donc, dans votre système, là aussi, en ce qui concerne le traitement de son, vous apportez une solution. On est les premiers à faire ça. Vous êtes les bâtisseurs de l'église au centre du village. C'est dingue. Non, mais on a des pays où c'est en déploiement aujourd'hui. En Russie, c'est peut-être pas la. C'est peut-être pas le bon exemple en ce moment. Parler de déploiement en Russie, je suis pas convaincu. C'est vrai. Mais en attendant, ils sont super précurseurs dans ce mode-là. Et ça répond aussi à un besoin, parce qu'il y a des changements, il y a des décalages horaires dans ce pays et des différences culturelles qui sont importantes. Et envoyer un même programme au niveau national, ça n'a pas beaucoup de sens. Et cette technologie permet de ça. Et donc on est les premiers. La plus grosse radio au monde, c'est Europa Plus. Oui, c'est un client, c'est Soundforge. Je crois qu'ils ont 11 millions d'auditeurs le jour sur c'est l'une des plus grosses audiences mondiales. C'est pas du potentiel, c'est pas potentiel, c'est l'auditeur. Voilà, si l'auditeur te donne 1 rouble chaque, tu fais une émission, tu peux prendre ta retraite sur le coup. Mais en tout cas, est-ce que ça existe? Alors je me fais carrément candide sous forme de plugin DSP. Non, ça on en VST. Ouais. VST, oui. VST, alors justement, c'est le gros buzz de cette année, c'est qu'effectivement tous nos applicatifs cloud vont être disponibles en VST. Donc là, est-ce que vous avez vu l'œil du mec? Si, je le vois bien. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus d'applications. Je parle en particulier d'un logiciel vidéo que moi j'utilise, qui prend tous les plugins VST. Moi, je m'étais amusé à mettre un plugin qui représentait le VZ40. On se rappelle. Oui, je sais, je l'ai vu. Ce VZ40 où j'ai fait waouh, c'est sympa. Et là, d'un coup, effectivement, Soundforge, je me suis dit, je vais poser la question quand même. Non, mais c'est tout à fait l'heure du jour. Et en fait, on a développé une technologie qui est sous un principe de Docker. Je vais faire assez rapidement. C'est des micro-virtualisations qui travaillent de manière indépendante et que l'on porte dans un système d'interconnexion en fait, dans l'ordinateur. Donc là, cette micro-virtualisation va être intégrée dans une DLL donc en VST et sera disponible prochainement. Et tous les produits seront disponibles de cette même manière-là. Donc c'est vrai que pour nous, c'était un long chemin parce qu'il y a beaucoup de développement pour y arriver. Et c'est vraiment une architecture là. Il a fallu
je vais pas dire tout réinventer, mais un peu quand même, et surtout avoir quelque chose qui était dimensionnel, parce qu'en fait, là on parle d'une utilisation, mais quand on a des cas, aujourd'hui si on veut déployer 200 instances, on a juste un chiffre à mettre, 200, on fait Enter et pouf, les 200 instances montent automatiquement, et c'est quand même un peu plus facile, quoi. Et c'est industriel, c'est ça aussi où on travaille avec des gros groupes, notamment aux États-Unis, parce que le plus gros groupe de radio est équipé entièrement. C'est ce qu'ils apprécient, c'est le côté industriel, c'est pas des trucs qui sont, c'est pas des bouts de soft qui tournent. Donc en gros, pour résumer, vous faites un boulot super facile. Non, mais c'est passionnant vraiment. Avec des bons produits, oui, non, mais c'est clair. Puis on a une belle équipe, parce que voilà, bon, je suis là, mais on a surtout une très 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 belle équipe qui fait un boulot. Avec des produits qui fonctionnent, et je peux le confirmer. Et je peux le confirmer aussi, parce que j'ai été client dès 2006, donc voilà. Donc bravo, Vincent Nofretin, merci. Merci à vous. Le stand Soundfor est évidemment ici au Paris Radio Show. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et on va venir vous voir. À bientôt. Merci. Connectonnaire.com